Bonjour à tous et bienvenue sur le stand du pôle emballage bois à l'occasion du salon All for Pack, et nous allons parler maintenant de la valorisation, de la réutilisation, de la fin de vie du bois. Si fin de vie il y a, nous serons éclairés d'ici quelques instants. Un emballage bois doit rendre des milliers de services durant toute sa vie et je les ai notés ici. Identifier, protéger, préserver, transporter, bien sûr, présenter les produits qu'il transporte et qu'il contient. Mais il doit également préserver la nature, tant en termes d'environnement et de ressources qu'en termes d'impact. En fin de vie, ça ne s'arrête pas là. Il doit continuer à être le moins impactant et le plus utile possible. Alors, quelles sont les différentes solutions en matière de réutilisation, de valorisation et aussi de recyclage? On va en parler avec nos trois experts. J'ai la chance de recevoir François Devivier, le coprésident du Ciel. À ses côtés, Emmanuel Naudin, chargé du développement, valorisation des emballages bois au Ciel. Et enfin, Yannick Blanc, vous êtes le dirigeant de la société Horte Solutions Premium. Pour commencer, une question qui s'adresse à vous trois, vous répondrez peut-être le premier. François, donnez-moi un exemple de l'utilisation du bois emballage en fin de vie. Qu'est-ce qu'on en fait? La première utilisation possible, c'est un recyclage matière. Autrement dit, c'est du bois qui va redevenir du bois en faisant des panneaux de particules. Donc nous travaillons avec l'UIPP, qui est l'union professionnelle des gens qui font des panneaux de particules, pour essayer d'arriver à bien capter le débouché du recyclage bois pour en refaire des panneaux en bois qui pourront servir dans l'emballage, la construction à nouveau et donner au bois une deuxième vie. Parfait. Deuxième exemple, avec vous Yannick. Alors comme un certain nombre de mes camarades ici présents, j'ai parmi mes activités une activité de réparation et de reconditionnement de palettes. C'est une activité qui mécaniquement génère de la perte matière, des planches cassées ou des palettes simplement impropres à la réutilisation et à la réparation. Et on a fait l'investissement il y a quelques années dans un broyeur un peu particulier qui nous permet de fabriquer du mulch ou du paillis conforme. On appelle ça du mulch. J'essaye de le retenir. Hein. Ou du paillis, du paillage, comme vous voulez, qui est propre aux aires de jeu pour enfants. Donc il y en a un exemple ici. En fait, sa particularité, c'est qu'il n'y a pas d'écharde, on ne peut pas se blesser avec. Donc on est fiers de pouvoir aider les villes à débétonner grâce à ce produit vertueux, puisque éco-responsable et circulaire. Bien sûr. Troisième exemple avec Emmanuel. Oui, alors d'une part, le compost. Plusieurs types de compost et vous savez que le compost de biodéchets se développe énormément et il a besoin de broyats de bois pour maturer, se transformer correctement et donner un compost de qualité. Et puis d'autre part, l'énergétique avec des chaufferies, des unités de cogénération qui ont besoin d'une matière très propre et naturelle. Voilà. Et puis, des travaux ont été menés sous le contrôle du ministère de l'Environnement et qui ont permis aux déchets d'emballage bois de pouvoir obtenir la sortie du statut de déchet. Donc, c'est une vraie reconnaissance d'un process et d'une qualité de produit. Bon, je vous garde avec moi, Emmanuel, parce que vous avez évoqué la valorisation énergétique, le compostage. On a pu voir que le recyclage matière, ça marche. On a donné deux exemples il y a quelques instants. Et vous-même, vous avez monté un guide qui est un guide de recyclage à disposition des utilisateurs d'emballage bois. C'est bien ça? Tout à fait. En quoi il consiste ce guide? C'est ce guide que nous avons réalisé avec plus de 400 retours d'expérience de terrain et qui permet d'aider les détenteurs de cagettes en fin de vie à bien recycler leurs produits. Donc en optimisant toute la chaîne logistique, en traitant la matière de la meilleure des façons, et on les aide ainsi à diminuer leurs coûts en optimisant tout le process. Voilà. Et alors ce guide est téléchargeable gratuitement sur notre site. Il y a également des outils vidéo, des fiches techniques qui sont à disposition. Très bien. Je reviens vers Yannick. On parle de la réutilisation, de la façon de réparer aussi les palettes, mais elles finissent par avoir une fin de vie. Alors, on peut en faire du mulch, voilà, ou du paillis, comme vous le disiez il y a quelques instants. Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on définit le choix du débouché? Qui intervient à ce moment-là? En fait, il y a différentes possibilités de filières de réutilisation. François en a parlé tout à l'heure. Il y a les fabricants de panneaux, les fabricants de pellets,
Moi, j'apprécie particulièrement vendre ce mulch aux paysagistes ou aux communes pour la simple et bonne raison. Alors, je ne suis pas le plus gros des experts en écologie ici, mais l'arbre, quand il grandit, fait de la captation de carbone. Quand on coupe l'arbre, le carbone est emprisonné, mais il ne s'échappe pas. Quand on processe le bois en pellet ou en panneau, déjà, on va générer de la consommation énergétique. Le pellet, on brûle la matière, donc finalement, on libère le carbone. L'avantage avec ce produit-là, c'est que finalement, il n'y a pas de libération, il se retrouve au sol. Comme il est issu de pellets, il est sec, donc il a une putréfaction qui est beaucoup plus lente qu'un mulch issu d'élagage, par exemple. Et finalement, il a une espèce de vertu en plus, qui est celle de rester dans le sol et ensuite de nourrir le sol, une fois qu'il est plus propre. Je vais vous faire une confidence, j'en vois de plus en plus. Hein. J'espère Et qu'il pas vient de chez moi. simplement dans les cours d'école. On commence à en voir un petit peu partout. François, on va parler maintenant de la valorisation énergétique pour les emballages ménagers. J'ai l'impression que ça arrive un petit peu loin dans la hiérarchie des modes de valorisation quand même. Hein. En effet, la hiérarchie des modes de valorisation exclut habituellement la valorisation énergétique. Or, nous, on vient de vous dire que ça nous arrivait de le transformer le bois en chaleur. L'homme, je ne sais pas, c'est le sapiens, lui avait bien compris que le bois devenait très bien de la chaleur, ça lui permet de faire un bond en avant. Tant que la forêt est gérée, renouvelée, tant qu'on a un bilan carbone qui est exceptionnel, en fait aujourd'hui la réglementation nous autorise, on a une sorte de dispense pour pouvoir être valorisé énergétiquement et c'est très propre au bois. Et c'est reconnu à la fois par les directives européennes et par différentes études aujourd'hui que nous avons menées avec les organismes de recyclage qui sont Citeo ou l'ECO, avec l'aide de l'ADEME, qui est une agence de l'État, pour dire qu'en fait, économiquement et écologiquement parlant, arriver à une valorisation énergétique du bois faisait énormément de sens. Donc on n'allait pas se casser la tête à inventer des circuits très compliqués avec des camions, alors qu'en fait, il finit que ça finisse dans une chaudière de biomasse et venir produire de l'énergie dont on a tous besoin. Il reste juste l'État doit juste changer un paragraphe dans le cahier des charges de Citeo, mais on travaille dessus. Nous avons avec nous un géotrouve-tout du recyclage. Vous avez trouvé apparemment une méthode de recyclage tout à fait originale en ce qui concerne la palette. C'est quoi exactement? Alors, j'aurais adoré que l'idée vienne de moi. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais oui, effectivement, on se lance dans un nouveau jeu, parce que c'est quelque part un peu un jeu. On a développé l'activité qui s'appelle Sofrinov, qui nous permet de proposer particuliers entreprises de la construction, de l'éco-construction à base de palettes. En fait, on produit des murs en palettes. Alors le Sofrinov base son activité autour d'un brevet qui est la pièce qui fait le lien, en fait, qui remplace un peu le ciment entre les parpaings. D'accord. Donc on propose des murs ossature bois en palettes, à base de palettes reconditionnées. Donc c'est une activité qui me porte et que je trouve extrêmement vertueuse pour plein de raisons, parce que déjà en proposant une solution économique, on permet l'accessibilité à l'habitat à plein de personnes. Premièrement. Deuxièmement, c'est 2 fois écologique, puisque un parpaing c'est petit, une palette c'est un peu plus gros. Une personne seule peut monter des murs qui font jusqu'à 100 mètres carrés en une journée, à peu près. Donc on a un chantier qui est beaucoup plus court en termes de réalisation, donc une immobilisation financière qui est moindre. Et puis vertu encore, avec mon histoire de captation de carbone, mais on le laisse dans la palette et ça reste dans les murs. Bien sûr. Pour imager, c'est quoi plus ou moins un parpaing ou une brique, mais en bois exclusivement, qui se monte comme un jeu de construction? C'est exactement ça. En fait, c'est un Lego en bois géant. Il y a déjà des exemples de maisons qui On a déjà des exemples de construites. maisons. Et avant de me lancer dans l'aventure, je me suis dit, il faut que j'éprouve la bête chez moi en interne. Et on a fait un bureau open space où il y a 6 personnes qui travaillent dedans depuis 2 ans. C'est parfait, c'est chaleureux, ça circule, c'est génial ici. Vous savez que ça m'intéresse. C'est un peu le cœur de mon activité. Semble-t-il. Vous allez découvrir des habitats un peu originaux. J'espère que vous pourrez venir me voir en Alsace et je vous montrerai ça avec grand plaisir. Bien sûr, alors, si laissez-moi les coordonnées, je vous en prie. Tant que je suis encore dessus, donc, parce qu'on aime bien créer des boucles La boucle dans est notre bouclée, activité. comme on dit. Et en fait, on travaille avec le CRIT en ce moment pour essayer de transformer ce mulch en isolant. Parce que je rêverais de pouvoir proposer des maisons ossature palette, isolées, avec du broyat de palette. Comme ça, on peut pas faire plus circulaire que ça, là, ce sera compliqué. Il n'y a aucune raison, François, pour que demain, le bois finisse dans les déchets. Il n'y a pas de fin de vie pour le bois, de ce que j'entends en tout cas. Vous serez d'accord avec moi? Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Pour rappeler rapidement évidemment le cycle du carbone en schématisant, les arbres captent du CO2. Aujourd'hui, on a des concentrations de CO2 dans l'atmosphère qui sont, disons, supérieures aux moyennes habituelles. Donc on a intérêt à avoir beaucoup d'arbres qui vont capter du CO2.
Le carbone va faire le cœur de la matière bois et va relâcher de l'oxygène dans l'air. Donc dès qu'on utilise du bois, dès qu'on favorise la croissance du bois, on va capter du carbone et ensuite qu'on va les garder dans nos produits. Donc ça va stocker du carbone et à la place de l'arbre que l'on aura coupé, un nouvel arbre va venir capter du carbone supplémentaire. Bien sûr. Plus on trouve d'emplois à tous les éléments, plus on va arriver à enlever du carbone de l'atmosphère et à le mettre dans des bâtiments, des choses comme ça. Après, néanmoins, comme je vous l'ai dit, il y a aussi tout le bois de chauffage qui va finir, lui, qui va être fini en chaudière et qui va relâcher le CO2 qui va être capté par l'arbre suivant. Et la boucle Donc, bouclée. dans le pire des cas, on est neutre. Bien sûr, bien Dans sûr. le meilleur des cas, on va être capteur de carbone. Alors, ça n'empêche pas, et pour parler aussi un peu de notre responsabilité sociale en général, on a quand même de la logistique, du transport, et nous travaillons aussi sur ces domaines-là pour essayer, nous, même si notre matériau bois est extrêmement vertueux, de venir limiter les effets de bord que l'on a en termes de logistique, par exemple. Merci beaucoup à tous les trois pour vos différents témoignages. Merci, merci. Et si vous voulez voir et revoir les différentes conférences que nous avons proposées ici sur le salon All4Pack, sur le stand du pôle emballage bois, je vous invite à retourner sur le site internet de Pôle Emballage Bois ou à nous retrouver tout simplement sur TV Maison.